bonjour à tous. Les usages et le président de l'association lance et présente l'Assemblée Générale annuelle de notre association, la DSEA 06. Je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui. En ce premier jour de l'été, 21 juin, également fête de la musique. J'espère que vous avez pu éviter les premiers bouchons qui vont se perpétuer, je crois, toute la journée. Nous allons lancer pour la 4e année consécutive la présentation de nos établissements par la voie des ADSEACT. C'est la deuxième fois, c'est la deuxième année où ces programmes sont présentés en liminaire de notre Assemblée Générale, notamment l'Assemblée Générale statutaire, et pour cause, puisque je crois que ces programmes et vos activités, votre investissement dans ces différents programmes sont au cœur de l'objet social de notre association, puisque c'est vous qui êtes en première ligne avec nos usagers par ces activités qui vont se dérouler tout au long de l'année. Donc je trouve que c'est une belle image et c'est un beau symbole que soient présentées en liminaire de l'Assemblée Générale vos activités par le biais des ACACT. Activités dont on souhaite, et nous en discuterons probablement lors de l'Assemblée Générale statutaire en questions diverses, dont on souhaite qu'elles soient pérennes. Et alors qu'on pouvait s'attendre à ce que les années difficiles soient derrière nous, nous sommes aujourd'hui contraints par nos administrations et nos financeurs, et il faut que vous puissiez présenter encore et pour de nombreuses années toutes vos activités. Alors, je vais laisser la parole maintenant, je crois, au complexe de Sofia, qui va vous présenter, je crois, par le biais des jeux de Sofia qui sont programmés, ces activités. Merci à tous. Les boules carrées entre fabrication et inclusion. Victime de la... La jeunesse. En fin 2015, Françoise vient nous présenter les Jeux de Sofia, plus de 40 épreuves sur un mois, sur le complexe. Pendant cette présentation, nous réfléchissons si nous pouvons nous impliquer dans la vie du territoire. Après échange, nous proposons de créer une nouvelle épreuve, les boules carrées de Françoise à l'effet. Les Jeux de Sofia. Une belle opportunité de découverte, de rencontre, convivialité et de partage, mais aussi détente et du plaisir. Pour une meilleure santé physique et mentale. Une manifestation liquide et sportive, organisée chaque année au mois de juin, tous salariés et dirigeants et étudiants de Sofia Antipolis. En compétition pour le classement en loisir, pour plaisir, en seul ou en équipe. Le panel d'épreuves des jeux s'adapte à tous vos envies. Notre implication. Nous proposons de fabriquer les boules à travers l'atelier bois de fête pour la première répétition en représentation se fera en juin 2016. François de Valide. Mise en peinture des bois achetés à la série de Biot. Les coupes du bois à l'atelier du Gata, aux couleurs de la DSEA. Mise en peinture. Mise en peinture de toutes les boules carrées à l'extraction des chiffres total 111 triplets. Le 18 juin 2016, notre première école dans une entreprise de Sofia.
instruction des jeunes et soit dans cette épreuve en équipe mixte et 6 équipes. Avec une finale invitation en tant que VIP à soirée clôture. Qui a participé à l'organisation du 2017. Nous proposons au complexe de Sofia pour le lieu d'organisation de cette une autre façon de nommer la solarisation. Les salariés de Sofia rencontrent des jeunes du complexe avec petit déjeuner, boissons, panier, repas préparés, la bien centrale. Là, il est en train de faire les inscriptions pour les boules carrées. Et les jeux et là, ils sont en train de jouer au boules carrées. C'est une vidéo. Tu double-cliques dessus. De l'organisation d'une épreuve d'inclusion à travers de la démarche des bénévoles. En 2019, une équipe de FAD participe aux 3 épreuves, des jeux dans l'équipe de bénévoles et organise de 2 épreuves, une pour le 25 ans du jeu de Sofia et les boules carrées. Ça, c'est le cross. Ça, c'est le cross. Là, on était en train de donner les dossards aux gens. Là, on avait mis des banderoles pour le cross. Et le trail, moi, je disais aller à gauche. Pour le VTT, on fait... C'est ça, peut-être on a mis les banderoles, on a distribué les dossards. Pour les 25 ans et 50 ans de Sofia, une épreuve détourne les boules carrées. Une opération de terrain. Moi, j'étais en train de dire comment
Moi j'étais en train de dire comment c'était les boules carrées et comment c'était les boules carrées et j'étais en train d'expliquer ce que c'était. Que c'était comme... Là j'étais en train de dire les règles pour les boules carrées. En fait, il fallait lancer les boules carrées dans le cercle. Trois dates à valoriser pour notre équipe de bénévoles. Samedi 15 juin, notre épreuve de boules carrées 140 participants, 150 mètres. Le jeudi 20 soir, le soir de clôture, notre inscription 105 organisateurs. Le mercredi 26 juin, pour l'after, entre organisateurs. Pour 2020, avoir plus de bénévoles sur l'épreuve des jeux, une implication dans l'association dans son inscription au jeu, une inscription des jeunes en tant que participants et à l'épreuve. Une gestion en toute autonomie, notre épreuve du boule carré. C'est une vidéo. Est-ce que quelqu'un a envie d'échanger ou de poser des questions au groupe? C'est tous les 2 ans les Jeux de Sofia? Chaque année. Ah, tous les ans, parce que j'ai vu pour 2020. Chaque année, pendant Et cette année, on a quelque chose? Cette année, c'était du 20 mai au 20 juin. Oui. Et donc, on a participé, c'est l'action bénévole que nous avons effectuée sur 2019 avec Sofia. Et on était sur une organisation quasi totale sur le complexe de Sofia de l'épreuve des boules carrées, qui a maintenant 4 ans d'âge. Donc 2020, on souhaite une implication encore plus importante, notamment dans le cadre du bénévolat, et surtout de l'implication, non pas simplement que des jeunes du FAT, mais des jeunes de l'ensemble du complexe de Sofia, et pourquoi pas, à travers le complexe de Sofia, des jeunes de la DSEA 06, et des usagers, des travailleurs, etc. Et l'idée que l'on a mis en gras, un petit peu provocatrice, c'était tout simplement de dire, c'est l'association à travers le complexe de Sofia pouvait complètement devenir une association qui permettrait, comme les autres entreprises de Sofia, de s'inscrire complètement et de pouvoir ouvrir à l'ensemble des établissements de la DSEA 06 cette possibilité de venir à la fois soit faire du bénévolat, soit tout simplement participer aux épreuves. Notre idée pour 2020 n'est pas que du bénévolat, mais bien évidemment d'être dans les épreuves de Sofia. C'est 1 mois, 40 épreuves à chaque année. Bravo. Et alors, vous aviez parlé du règlement. Si j'ai bien compris, il faut lancer les boules carrées dans le cercle? Alors, ça, ou est-ce qu'il y a un petit bout de chien en carré? Non, alors ça c'était une épreuve détournée de l'épreuve classique des boules carrées. Pour les 25 ans des Jeux et pour les 50 ans de Sofia, il y avait une épreuve spécifique cette année qui s'appelait les Sofia Adventure. Et dans le cadre des Sofia Adventure, il y avait une vingtaine d'ateliers où chaque équipe, pendant 3h30, devait faire l'ensemble des ateliers pour gagner le plus de points possible. Et donc nous avons monté 2 stands sur un élément détourné de boules carrées où chaque équipe avait 10 boules, et, enfin 10 boules carrées,
et devait mettre toutes les boules au maximum dans le cercle et chaque boule rapportait un point. Donc chaque équipe avait une fiche dans laquelle on marquait le nombre de boules. Et ça, c'est l'épreuve détournée. Sinon, le classique des boules carrées que nous avons organisé le 15 juin, c'est deux triplettes, enfin des équipes de deux, une triplette chacun, et on rentre sur donc, 11 points par partie, et on joue principalement sur des surfaces dures, et le plus intéressant, un petit peu comme ça se fait à Cannes depuis de multiples années où il y a le championnat du monde de boules carrées, en pente ou en côte. Comme ça, ça permet un peu à tout le monde d'être dans l'égalité et les meilleurs sont aussi bons que les mauvais. Bonjour tout le monde. C'est Mathias qui va vous présenter le jardin de l'établissement, hein, qui se trouve dans un magnifique parc paysager ici. On a voulu mettre en valeur, valoriser avec des techniques, vous allez voir, naturelles, dans le développement durable. Donc Mathias va vous lire un petit peu les diapos. On s'expliquera un petit peu après sur justement ce qui a été mis en place par rapport au trophée de l'environnement, par rapport à tout ce qui sera mis en place après. Mathias, parole est à toi. L'atelier Espace Vert à l'ITEP, c'est accompagner les jeunes vers un métier technique, développer le sens de l'éco-citoyenneté et du respect du vivant, permet d'apaiser les tensions par des activités manuelles et d'extérieur, apporter un regard nouveau sur des métiers et de l'environnement. Des idées pour un projet, un espace paysager à valoriser, créer un lien entre différents secteurs au sein de l'établissement, faire découvrir le développement durable de manière ludique, concourir au 10e trophée de l'environnement de la ville de Nice, s'inscrire dans un projet durable et évolutif, adhérer au projet associatif. L'objectif, c'est développer le sens de l'éco-citoyenneté, découvrir les métiers, créer un écosystème en ville, aborder des savoir-être et savoir-faire, développer l'autonomie, s'inscrire dans la durée du projet et favoriser l'inclusion. Ça va pour tout le monde? Ça va pas trop vite? Parfait. Le projet démarre. Création de 3 carrés potagers, réalisation de nichoirs et mangeoires, plantation de plantes mellifères, paillage, récupération du compost, embellissement du jardin par des réalisations artistiques, dépôt d'un dossier trophée de l'environnement à la ville de Nice et du travail par une belle équipe motivée. Alors, là vous allez voir quelques photos du jardin, enfin, de tous les projets qui ont été mis en place. Alors, je vais les années. Donc là c'était le démarrage du projet. Donc, le piquetage, la mise en place des carrés potagers, les planches. Culture un petit peu particulière, je ne sais pas si les gens connaissent ce potager en lasagne. Vous connaissez le principe des lasagnes en cuisine? Voilà, c'est la même chose, on fait des couches. On démarre sur du carton, donc on a utilisé le carton de déménagement de terre, très bien, on a réutilisé ce qui était déjà ici. Donc on enlève bien sûr tout ce qui est plastique, tout ce qui est... Il ne faut pas que ça se fasse avec des tours d'écriture dessus, etc. Donc voilà, donc le principe c'est du carton c'est de la cellulose, avec de la colle végétale. Donc tout ça, les vers de terre adorent ça. Toute la microfaune qui se trouve dans le sol, ils adorent ça. Donc ça leur permet donc il faut que ce soit bien humide bien sûr, et ça leur permet d'avoir un développement de toute cette biodiversité qui va enrichir nos terres, qui va décomposer. Le principe de la lasagne, c'est reproduire le milieu naturel. Quand vous baladez en forêt, vous voyez qu'un sol n'est jamais nu,
toujours recouvert de quelque chose, et quand on gratte un petit peu, il y a un tas de strates, de couches, de produits plus ou moins décomposés. Le principe de la lasagne, c'est ça. C'est remettre, essayer de remettre le système naturel en place. Et vous verrez que, à descendre après, que ça pousse très très bien. Donc la lasagne, voilà, donc tout le monde a mis la main à la pâte. Les cartons, on recouvre, toute la tonte était récupérée. Quand c'est possible, c'est qu'on récupère. Tout est dans un circuit un peu fermé. Ensuite, du compost, bien sûr. Donc il y avait du compost existant et on en a récupéré aussi. Ensuite, on a fait un mulching. Alors il y a une faute sur le mulching, excusez-moi, c'est pas grave. Donc le mulching de pommes de terre, donc c'est pareil. C'est des cartons, on plante les pommes de terre dans le carton et on recouvre de paille. Le mulching, c'est un petit peu différent. Si on crée vraiment, on crée vraiment un écosystème particulier dans ce. C'est vraiment que de la paille quasiment. Bon, ça n'a pas marché un peu comme on voulait. Voilà, le temps n'a pas été avec nous non plus cette année. Donc voilà, vous voyez qu'on commence à avoir des belles tomates. On en a déjà mangé. Des auxiliaires, hein, parce que tout ça aussi favorise énormément donc, tous les auxiliaires de jardin. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui jardinent ici, principe, un coccinelle, etc. Donc l'arbre au jardin, c'est très important, hein, parce que le jardin, ça représente beaucoup de choses. Donc, avec des pots, on part, vous verrez, vous voir la petite création en montant, ce petit smiley qui est très agréable en montant à vitesse, voilà, qui mène le sourire. Un arbre, parce qu'il y a eu un arbre mort sur un arbre qui est mort en haut là. Donc, principe qu'un arbre ne meurt jamais, donc il faut lui redonner une vie. Donc, les jeunes lui ont sculpté, l'ont peint et lui ont redonné une vie dans le jardin en bas. Et un autre arbre a été replanté à la place. Voilà, et puis bon, une petite chose. Donc agir pour la biodiversité, ça c'est très très important dans un espace comme on a ici. Donc les nichoirs ont été fabriqués donc, par l'atelier bois, il y a un espace sans pesticides, du fleurissement partout, très important pour tout ce qui est abeilles, etc., beaucoup de plantations de plantes mellifères, et le fauchage tardif, ça a été un peu mon cheval de bataille ici, pour pas que les pelouses ne soient pas tondues, que toutes les fleurs puissent être là pour justement toute cette biodiversité. Donc maintenant on a tondu, parce que maintenant c'est sec, il n'y a plus de fleurs, il va faire chaud. Donc la transversalité, très importante entre tous les ateliers, donc l'atelier bois, ce magnifique petit salon jardin, l'atelier cuisine qui récupère donc, les quelques produits qu'on a dans le jardin au fur et à mesure de ce qui pousse. Donc ensuite, voilà, donc on sort quand même, on reste pas ici. Donc on fait du bénévolat à la Maison de l'Environnement de Nice. Une inclusion, donc quelques jeunes sont venus travailler sur des chantiers des ZAT pour voir un petit peu comment ça se passait. Et bon, après on va voir des producteurs, on ramasse des pommes, on va ramasser des fruits et légumes aussi chez certains producteurs. Et après, c'est un projet qui va continuer. Hein, sur plusieurs années. J'espère que je sois là ou pas, il continuera. Donc construction, ça, dans le projet donc, qui est quand même par rapport au trophée de l'environnement, on a comme la construction d'un hôtel à insectes à faire, donc avec l'atelier bois, le recensement de la faune, donc peut-être sous le principe d'un refuge LPO, Ligue de protection des oiseaux, création d'un espace de compostage, qui a commencé à être mis en place mais qui doit être amélioré, avec un espace de compostage j'espère pour la cuisine. Et recensement des espèces végétales. Il y a un très très beau, il y a une vingtaine d'oliviers aussi qu'on va, j'espère cette année, pouvoir voler, enfin pouvoir faire tout ça. Et puis encore plein d'autres choses, hein, j'espère. Les idées là. Et voilà. Les idées la dernière, Mathias. Oui. Avec l'engagement de tout le jardin entre les trois dimensions professionnelles, culturelles et environnementales. Merci à tous. Alors, juste pour la petite histoire, les trophées d'environnement ont été remis hier. Donc on a un beau diplôme. Donc elle est 10. Voilà. Les trophées, c'est en fait, le trophée d'environnement, c'est une participation éco-citoyenne
c'est un engagement en fait, dans sa vie sur des projets environnementaux. Donc, je vais présenter ce projet. La remise des prix a été hier, c'était très sympathique avec un et un grand explorateur sous-marin aussi qui nous a présenté toutes les choses, avec une enveloppe financière aussi. Donc voilà, tout est dit. Et on reconclura l'année prochaine. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non? Alors on va passer peut-être à un livre des terrasses. Une dernière petite chose, le jardin est juste à descendre. Oui, ça, et allez le visiter, franchement, faites-vous plaisir. Il y a un petit espace, il y a une petite toile, une petite voile, on peut se poser dans le salon de jardin. Voilà. Il y a des fraises à manger, des framboises, elles n'ont pas été prises par déjà. Voilà, ouais. Je lance? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Voilà, on va vous présenter le secourisme sportif, le sauvetage sportif. Je vous laisse apprécier. Merci. Qu'est-ce que le sauvetage sportif? Le sauvetage sportif est un sport né en Australie en 1902. Il a été développé en France dans les années 90. C'est un sport qui regroupe à la fois le sauvetage en milieu aquatique, mais aussi le sauvetage en milieu pédestre. Ce sport peut se pratiquer en piscine, mais aussi en lac, en rivière ou encore en mer. Il existe donc une multitude d'épreuves, toutes chronométrées, avec ou sans matériel, en solo ou en équipe, mixte ou pas. Cette activité s'inscrit dans le cadre des activités physiques adaptées proposées aux salariés de notre établissement. C'est une activité qui se fait en partenariat avec l'association Secourisme pour tous. Secourisme pour tous est une association qui dispense de multiples formations payantes liées au secourisme. Depuis plusieurs années, grâce à ses entraîneurs formés aux épreuves de sauvetage sportif, cette association prépare de multiples personnes aux compétitions. Ayoub. C'est donc encadré de 2 coachs de l'association que nous pratiquons cette activité tous les mercredis matins de 10h à 11h à la piscine Jean-Baptiste. 10 jeunes participent à l'activité et lors de cette heure, nous partageons la séance avec d'autres institutions comme la Greliche Fleury, l'IM Henri Matisse ou encore le CRJ Eugène Salin. Les séances commencent toujours par une sensibilisation au premier secours et ensuite nous enchaînons avec la partie sauvetage aquatique. Cette année, l'activité s'est déroulée sur 20 séances et nous avons même pour la 2e année consécutive participé le samedi 9 mars à une compétition officielle à Cannes. Pourquoi avoir choisi de pratiquer cette activité?
L'activité secouriste sportive a un double objectif. Il inscrit dans un premier temps ses participants dans une démarche citoyenne, apprentissage des gestes de premier secours et de sauvetage au milieu aquatique. Puis, dans un second temps, il permet à ses participants de pratiquer une activité physique bénéfique pour leur santé. Mathéo. Ayoub et Megan vous présentez comment faire une PLS. La PLS est une position latérale de sécurité. C'est une position premier secours qui consiste à placer une personne inconsciente sur le côté pour éviter qu'elle ne s'étouffe. Inconsciente sur le côté pour éviter qu'elle... La première chose à faire d'abord, c'est de vérifier si la personne inconsciente respire. Lorsqu'elle respire, on appelle les secours. On peut alors la mettre en PLS. Cette position évite ainsi à la personne de s'étouffer avec ses vomissements ou avec sa langue. La PLS permet de libérer les voies respiratoires de la victime. Elle sera ainsi dans une position sécuritaire en attendant l'arrivée des secours. Bien. Bonjour. Le pied 18, le SAMU c'est 15, la police c'était 7. Au revoir à tous. Ce soir, au revoir. Des questions, c'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que certains ont des questions à poser au groupe? Il faut qu'on fasse une piscine dans la C'est très intéressant. Hein, c'est 1 heure par semaine. C'est 1 heure par semaine. On a réussi à avoir à étaler sur 20 séances. On a fait un partenariat avec le Cécile, puisqu'on est un complexe. Et ce qui est intéressant, c'est donc de mixer les jeunes de 2 structures différentes. Et c'est 20 séances. Donc les jeunes qui savent également nager, je présume, ils sont pas tous. Ils savent nager, ça reste limité. Un jeune homme comme Yann sait un petit peu nager, mais il a quand même la ceinture. Et vous êtes encadré par des moniteurs de la piscine? Il y a 2 spécialistes de l'activité, et nous sommes les spécialistes, bien entendu, du sport, mais du handicap. Et ça fait un très très bon... Félicitations, parce que j'ai appris ce que c'était la position de latérale de sécurité. Est-ce qu'il y a des compétitions qui sont organisées? Alors on a été la première, l'année dernière, on avait déjà cette activité qui était présente dans notre institution. Alors il n'y a pas de compétition réellement officielle où il n'y a que des personnes en situation de handicap qui pratiquent. Par contre, on a été invité l'année dernière et cette année, donc le samedi, un samedi, ça s'est passé, dans une compétition valide. Il y a eu des binômes qui ont été faits, il y a eu 2 types de courses, en binôme valide handicap, et ils sont aussi passés entre eux, ils se sont fait une compétition aussi. C'est ça l'intérêt. Voilà. C'était génial. Pour vous dire que ça s'est très très bien passé. Inclusion. Est-ce qu'au bout des 20 heures de formation, ils ont relevé quelque chose, un diplôme? Alors non, parce qu'on ne peut pas... Non, parce qu'il faudrait avoir un niveau, puisque c'est quand même quelque chose de légal. Il faut sauver quand même des gens. Il y a un savoir-faire, ils savent le faire. Ça veut dire quelque chose. Peut-être
Enfin voilà, ils savent faire les mouvements, ils savent faire les gestes. Par contre, un brevet, non, c'est pas possible. Non, on ne leur remet pas quelque chose. Non, il n'y a pas un diplôme, il peut y avoir un diplôme fictif, bien entendu, mais pas de diplôme d'État. Ça, c'est pas possible. Ça pourrait être envisagé, ça pourrait être... Pour les récompenses. Ah non, pour les récompenser, bien entendu, puisqu'on a été récompensé lorsqu'on a fait notre compétition, il y a des médailles, il y a eu des podiums qui ont été faits, et ça oui, bien sûr. Et ça met un terme justement à l'activité. C'est fait à la fin de l'année, puisque c'est fait en mars. Et généralement, ils ressortent avec des médailles, avec des applaudissements. Je vous laisse imaginer, c'est vraiment impressionnant parce que c'est une compétition où il y a des dizaines et des dizaines d'autres jeunes. Et donc avec des parents, des spectateurs dans une piscine à Cannes municipale. C'est vraiment ça. Moi, ouais, en plein air, c'est très intéressant. Voilà, c'est ça. Bravo. Bravo. Monsieur Biotto fait l'introduction, c'est le chargé de mission de la préfecture avec qui on a travaillé sur... Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, les membres du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur Général adjoint, Mesdames, Messieurs, les jeunes, bonjour. Donc, je me présente Stéphane Biotto, chargé de mission auprès du préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre d'une mission sur le risque sismique depuis 2 ans, depuis juin 2017. Le préfet Georges-François Leclerc, sous recommandation de l'ancienne ministre Ségolène Royal, a souhaité mettre en place un plan d'action départemental, le risque sismique dans ce département. Et depuis 2 ans, donc, nous œuvrons sur 7 volets d'action. Sur ces 7 volets d'action, les 2 premiers sont la communication et la sensibilisation. Le préfet des Alpes-Maritimes a constaté qu'effectivement la culture du risque n'était pas avec les Azuréens, les Azuréennes de ce département. Le dernier séisme de référence date du 26 février 1887, donc effectivement on n'a pas forcément de repères. Néanmoins dans ce département il y a 9 failles actives qui sont suivies tous les jours par les laboratoires, GeoAzur notamment à Sophia Antipolis. Sur la problématique du risque sismique, plusieurs scénarios ont été mis en œuvre et un impact économique pourrait être de 14 à 25 milliards. Qui a été identifié dans l'une des 4 catastrophes au niveau national, après les tempêtes, les cyclones, l'inondation. Et le séisme à Nice mettrait effectivement un impact économique, financier lourd pour l'État. Alors aujourd'hui, avec les jeunes du CEP La Marcassière, a émergé une idée d'action de communication, à travers une action éducative. Alors au départ, le préfet Leclerc me disait, mais Stéphane, où voulez-vous m'emmener? Alors je vais lui dire, on va faire de la culture du risque, parce qu'il me semble que à travers le regard des jeunes, et puis donner la parole à ces jeunes, permettre aussi de présenter de manière différente cette culture du risque pour avoir un impact à travers aussi les réseaux sociaux. Et puis l'histoire s'est montée avec les dirigeants encadrants du CEP La Marcassière. Et puis certains partenaires, notamment le contrôleur général René Diaz du service départemental d'incendie de secours, sont rentrés dans la démarche. GeoAzur, en tant que partenaire, un laboratoire scientifique de Sophia Antipolis, l'Université Nice-Côte d'Azur, l'éducation Méditerranée, le CNRS et ensuite le corps préfectoral. Pour ça, il fallait mettre aussi des ingrédients. Donc aujourd'hui, la présence d'Olivier Sarrazin, le réalisateur de ce film, parce qu'il faut à un moment donné, lorsque ça prend un petit peu d'ampleur, de s'encadrer de professionnels. Et puis, à un moment donné, c'était donner la parole aux jeunes. Ces jeunes, Yanis, Enzo, Giovanni sont ici présents, encadrés de Denis, leur éducateur. Je vais oublier un prénom. Vincent. Voilà, Vincent. Vous dire que c'est un impact type sismique. Le préfet des Alpes-Maritimes, à travers un dernier comité de pilotage de début juin, puisque c'est un nouveau préfet, M. Bernard Gonzalez, je lui ai présenté, alors non pas le film, mais l'action avec le CEP La Marcassière et la DESA. Et le préfet m'a fait passer un message, donc de vous inviter, M. le Président, ainsi que certains de vos collaborateurs, à la rentrée, au mois de septembre-octobre, pour vous présenter officiellement ce film au palais préfectoral, en présence du préfet et du directeur de cabinet, Jean-Gabriel Delafont. Voilà. Nous y serons. Voilà.
Je donne la parole à Olivier Sarrazin, en 2 minutes peut-être, pour un petit peu le cadre de ce film, et ensuite la parole aux jeunes. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, ce film est né à la base d'une collaboration avec le Centre d'art concret de Montsartou en septembre, où ils ont commencé à écrire directement un scénario sur cette idée de film sismique. Et c'est suite à l'invitation de Stéphane que j'ai commencé à intervenir à partir de décembre-janvier. Et c'est vrai que ça a été un film qui a été une collaboration à la fois intéressante sur le point de la préparation, parce qu'on a eu énormément de moments où on a pu se rencontrer à la fois pour faire de la mise en scène en faisant intervenir une compagnie de théâtre, et puis aussi en faisant simplement des expériences en filmant en atelier pour essayer un peu de se lâcher devant une caméra et de voir ce que ça donnait comme effet, avant d'arriver finalement sur ce qui nous intéressait, nous, le tournage, qui a duré 1 semaine et qui a été un tournage extrêmement intensif, puisqu'on a tourné du lundi au vendredi, toute la journée, avec, en fonction des plannings grâce à Denis, et avec les jeunes, les rendant au maximum disponibles, mais nous en essayant bien sûr de respecter leur rythme. Et puis avec le soutien, sans oublier du CNRS et des pompiers qui ont permis finalement à un moment d'apporter quelque chose que même nous dans la fiction, on n'était pas forcément capable d'amener, mais que finalement grâce à leur matériel, leurs moyens humains, on était capable ensuite, j'espère que vous vous rendrez compte dans le film, de donner cette impression de réalisme finalement à ce film de sensibilisation, mais aussi qui est une fiction à part entière. Et là, ce qui était vraiment génial avec les jeunes, c'est qu'ils sont mis à fond et qu'ils ont pris leur personnage vraiment à cœur. Et généralement, quand on fait des films avec des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle en termes de cinéma ou d'acteurs, c'est qu'on part d'un réel, et l'idée c'est comment on va réussir à dépasser cette base qu'on a tous finalement, qu'on est tous capables de jouer devant une caméra, mais comment on peut aller au-delà de ça et travailler les émotions, et travailler la diction, et travailler le rapport au corps. Et voilà, j'espère que ce film, en tout cas pour moi, est une expérience extrêmement réussie de tout ça. Voilà. Et juste, 2 actions ont été faites au CEP Antarctica avec le colonel Cassanola, le module Impact 06. Donc l'ensemble de vos salariés et des jeunes ont participé à une réalité, ce qu'on fait en rétex avec les pompiers. Et puis la deuxième, les scientifiques, des ingénieurs-chercheurs du CNRS sont venus au CEP Antarctica faire des modules. C'est quoi un sismomètre? C'est de découvrir. Et je pense que peut-être la parole à Enzo et à Giovanni avant de lancer le film. Alors, déjà par où commencer? Par rapport à ce projet de film, on a appris vraiment beaucoup de choses, déjà par rapport à nous-mêmes. Même chacun de nous, on s'est vraiment découvert dans ce milieu. C'était plus, pas que professionnel, mais vraiment individuel. Et franchement, c'était une chouette semaine parce qu'on a passé des très bons moments, on a eu des liens très forts en complicité, chacun d'entre nous, chaque jeune, même avec l'équipe technique d'Olivier. Et voilà, et franchement, j'espère que le film vous plaira. Et nous, personnellement, on est très fiers de ce qu'on a fait et j'espère que ce sera également pour vous aussi. Non, moi, pour ma part, c'est pas grave. Pour ma part, la semaine qu'on a passée, on avait un bon groupe et c'était une superbe semaine. Et comme mon collègue ici présent vous l'a dit, on avait un très bon groupe et on a passé une superbe semaine. C'était un peu compliqué au début parce qu'il faut rentrer dans la peau du personnage et c'est un peu difficile. Et maintenant qu'on a fait ça, des fois quand je regarde un film, je me mets dans la peau de certains acteurs et je me dis, c'est vrai, je me dis ça c'est compliqué et qu'on a un peu, entre guillemets, des acteurs quoi. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et bon visionnage. Qu'est-ce que tu fais? Mais rien, c'est quoi? Tu leur regardes les permis que je fais. Mais rien, toi, tu me dois quoi? Je sors avec? Non, je la regarde pas, voilà, mais t'as rien à faire. Non, je la regarde pas. Mais si j'ai envie de la regarder, je la regarde. Je la regarde pas. Oh, bah, les canons, vous cassez un truc chez ma grand-mère.
c'est normal d'avoir peur et vous allez avoir peur, vous allez avoir la frousse. Jusque-là, tout va bien. Ce que vous allez faire, c'est essayer déjà de respirer profondément pour vous apaiser, adapter votre comportement à la situation et vous en sortir. Alors, le comportement à adopter varie selon les situations. Si vous êtes dans un bâtiment, mais près d'une porte de sortie qui s'ouvre sur un espace ouvert, dégagé, oui, vous sortez. Mais si vous n'êtes pas près d'une sortie, comme la secousse dure juste quelques secondes, non, vous ne sortez pas, mais vous recherchez dans la pièce où vous êtes les endroits les plus sûrs. Et pour vous protéger, vous allez identifier les murs qui sont les plus solides, les murs qui sont épais. Si vous êtes chez vous, eh bien, on peut aussi vous protéger sous une table solide, bien évidemment, ou même sous votre lit, sous un matelas. Cela va vous servir d'anti-choc. Si vous êtes près de fenêtres qui sont susceptibles de se briser, eh bien, vous vous en éloignez automatiquement. Et pour vous protéger des bris de verre, vous allez mettre vos mains autour de votre carotide pour protéger cet organe qui est vital. Et si vous n'êtes pas près d'une fenêtre, dans tous les cas, même si vous êtes dans une zone protégée, vous allez mettre vos mains sur votre tête pour vous protéger de la chute d'éventuels objets. Et n'empruntez jamais les ascenseurs qui peuvent se bloquer très facilement, qui sont donc des endroits vulnérables dans lesquels vous allez rester coincé. À éviter systématiquement. Pourquoi toujours? C'est ça, j'ai mal. T'as mal où? À la jambe. Oh frère, depuis ce soir, il y a des compresses dans mon sac, prends-les. Attends. Oh frère, bouge pas, on va attendre que les secours arrivent. Il était avec nous tout à l'heure, Mathis, il est où? Ah ouais, il est où? Mathis! Mathis! Alors après un séisme important, il y a toujours des répliques. Donc ces répliques peuvent arriver quelques secondes après le premier séisme, parfois elles arrivent quelques heures plus tard, mais il peut y en avoir aussi dans la semaine et voire dans le mois. Donc il faut rester en vigilance après un séisme. Alors ici dans les Alpes-Maritimes, on ne s'attend pas à un séisme de magnitude 9, comme au Japon par exemple, parce que les mouvements des plaques tectoniques ne sont pas assez rapides pour le permettre. Par contre, on peut avoir de manière très probable un séisme de magnitude 5, de magnitude 6, de magnitude 7. Alors qu'est-ce que veut dire la magnitude? La magnitude, c'est l'énergie qui va être libérée par le séisme à l'endroit où il se crée, c'est-à-dire sous la Terre. Ce qui est très important aussi, c'est de savoir où on se trouve. Si on est très près d'un séisme, et même si c'est un séisme de magnitude 5 ou 6, il peut y avoir des dégâts très importants. On peut quasiment raser un village. Et c'est ce qui s'est passé en Italie en 2016. Alors d'où viennent les séismes dans la région des Alpes-Maritimes? Ça, c'est une question difficile. On sait qu'on a des failles actives en mer, à peu près à 25 km des côtes. À terre, on sait qu'on a aussi des failles actives. Comment on le sait? Parce qu'on les voit, mais aussi parce qu'elles ont créé des séismes dans le passé. On sait qu'on a des failles actives, mais on ne sait pas exactement où avoir lieu le séisme. Malheureusement, un séisme peut arriver pas exactement n'importe où, mais presque. Donc il faut être en vigilance un peu partout dans le département. Faut jamais les secours. Et j'ai plus raison. Non, je ne sens pas bien. Mais va t'avoir. Non. Calme-toi. Faut que je sorte. Ça va aller, calme-toi. Si tu veux sortir, calme-toi. On va sortir. Calme-toi. On va sortir de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un séisme, les secours sont terminés. On va encore vivant, on va réussir à sortir. Faut que tu te calmes maintenant.
d'urgence, j'écoute. On est ensemble, il y a eu un éboulement que le séisme. Vous voulez bien nous aider? D'accord, calmez-vous, dites-nous où vous êtes. Donc si malheureusement on se retrouve coincé sous des gravats dans une zone de survie, on va essayer de ne pas céder à la panique, de garder son calme et surtout d'être attentif à tous les bruits extérieurs. Vous allez peut-être entendre des gens marcher au-dessus de vous. Vous allez peut-être entendre un chien qui va passer au-dessus de vous et qui va aboyer. Si vous entendez les gens ou le chien, vous pouvez parler, vous pouvez crier, on vous entendra. Si maintenant vous n'entendez rien, il faudra être attentif. Si vous entendez 3 coups comme au théâtre, les 3 coups du théâtre annonceront qu'on est en train de vous écouter avec du matériel d'écoute. À ce moment-là, il faudra taper avec une pierre ou avec une barre de fer, taper, faire du bruit. D'autre part, il faudra faire attention aux hémorragies. En cas d'hémorragie, être capable de se faire un garrot pour éviter l'écoulement de sang. Et ensuite, très important, l'hydratation. Donc essayer de récupérer de l'eau de ruissellement ou bien une fuite d'eau sur une canalisation pour essayer de s'hydrater parce qu'on peut rester 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. Pour nous, ce qui va être important, c'est l'accès pour arriver au bâtiment qui est effondré, connaître la nature de la construction du bâtiment et éventuellement repérer les lieux de survie, savoir s'il y a des pièces avec des matières dangereuses. Si on fait ça par exemple sur un hôpital, il y a peut-être de la radioactivité ou de la chimie. Ensuite, la manière dont on va sortir les victimes, le nombre de victimes, leur âge et l'heure à laquelle est arrivé le sinistre. Ce que la population ne doit pas faire, c'est 2 choses. D'abord, c'est se mettre en danger. Parfois, on peut bloquer, on peut gêner, on peut empêcher, parfois même sans s'en rendre compte, en conduisant au mauvais endroit, en voulant prendre la voiture, en bloquant. Il faut ou bien évacuer, suivre les consignes qui sont données, il ne faut pas empêcher l'arrivée des secours, il ne faut pas se mettre en danger, et surtout, il faut se tenir informé, en particulier grâce à la radio, France 2 par exemple. Enfin, peut-être un dernier point, mais qui est très important, c'est ne pas hésiter chez soi, avant la crise, il faut s'y préparer aujourd'hui, à écrire un plan familial de mise en sûreté. Alors un plan familial de mise en sûreté, c'est quoi? C'est un document très simple qui dira, ben voilà, combien sommes-nous dans la maison? Où je peux aller me mettre à l'abri? Est-ce que j'ai bien mon kit? Il y a quoi dans le kit? Une radio avec des piles, de l'alimentation, des produits non périssables, de l'eau. C'est vraiment le kit qu'il faudra garder sur soi dans l'hypothèse où il y a une catastrophe et que par exemple il n'y a plus d'eau ou encore plus d'électricité. En civilisation, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que nous sommes un département où il n'y a pas encore véritablement de culture du risque.
Ou alors, on croit qu'il y a une culture de risque, mais en fait, ce n'est pas une culture de risque. On sait qu'il y a des moyens de secours, on sait qu'il y a telle ou telle problématique qui se pose à cause des problèmes d'incendie, à cause des problèmes d'inondation, ou encore à cause du risque sismique, dont chacun sait qu'un jour, il va survenir. Nous devons donc introduire une culture du risque, et pour ce faire, on se déploie sur le territoire. Nous faisons venir également, et surtout, des intervenants, des experts, des chercheurs, et qui pourront parler, qui pourront inoculer, finalement comme un vaccin, les bons réflexes pour bien réagir en cas de crise. Et donc pour se préparer à la crise, il y a un grand plan d'action sismique qui a été mis en place par la préfecture avec l'appui de la direction départementale des territoires et de la mer. Et il y a surtout un plan ORSEC, le plan organisation de la réponse de sécurité civile, qui va dire ce que font les policiers, les gendarmes, les pompiers, les hôpitaux, le SAMU. Alors à titre individuel, il y a des moyens de faciliter l'action des secours. Il faut rappeler que le secours, c'est quand même une compétence de professionnels. Pour autant, est-ce que ça veut dire que moi, citoyen, je ne peux pas aider, je ne peux pas secourir mon prochain? Si, bien évidemment. Il ne faut pas hésiter à se mettre à disposition. Mon rôle à moi de citoyen, c'est de me mettre à l'abri, de ne pas me mettre en danger, de bien se tenir informé, de bien écouter les informations et de respecter en tout point les consignes données par les autorités. Président, alors cette action est innovante. Là, le préfet Bernard Gonzalez m'a dit oui, vous avez donné cette parole, alors parole fiction à travers ce film, et je pense que l'ADESA aussi peut être au cœur de ce lecteur sur cette culture du risque. Voilà. Et j'ai vraiment apprécié effectivement avec ces jeunes et l'ensemble des partenaires, pompiers, Géoasio, on dit effectivement il faut qu'on aille ensemble dans le même sens. Et merci à vous, les jeunes. Merci à vous. C'est moi qui suis atelier au espace vert, donc toute mon équipe. Pardon. Et Vincent. Partenaire de l'évolution. Voilà. Donc en fait, on va vous présenter un chantier qu'on a fait au Terrasse d'Elf. Donc c'est un hôtel de 4 étoiles, on fait l'entretien à l'année des espaces verts. Donc en fait cette année ils nous ont demandé de créer un terrain de pétanque. Et l'objectif c'était qu'il soit en harmonie avec le paysage de l'hôtel. Donc il faut savoir que c'est un terrain en friche et inaccessible en voiture. Donc pour y accéder il y a à peu près une centaine, voire plus de marches que ça pour descendre. Donc dans un premier temps, on a travaillé à 2 équipes Espace Vert et la SIPFP des Chênes sur ce chantier-là. Les jeunes, du coup, sont pas en t-shirt gris. Sinon, ça leur a fait plaisir de participer à un tel chantier. Ils ont pu voir du travail sous une autre dimension. Voilà. Dans un premier temps, on va vous laisser découvrir déjà les lieux et le terrain avant les travaux.
Donc voilà, vous avez vu que c'était déjà magnifique. Rien que ça. Voilà, et donc on a proposé 3 devis, et le devis qui a été accepté donc, nous a demandé beaucoup de matériaux. Donc il y a eu 24 traverses de délimitation de terrain, il y a eu 650 mètres carrés de toile de paillage, 5 tonnes de gravier et 4 tonnes 5 d'écorce de pin. Donc bien sûr, on ne pouvait pas descendre tout ça par les escaliers, il a fallu trouver une solution adaptée. Pour nous, voilà, donc on va vous laisser découvrir la solution. Non ? Ça va servir décollage de 40 pour du travail aérien belge. L'hélicoptère a fait 16 rotations en 45 minutes. En combien? En combien? 45 minutes. Voilà. Donc 16 rotations, et l'avantage de cette solution, c'est qu'ils ont pu nous débarrasser de tous les déchets qu'on avait effectués pour le nettoyage du terrain. Voilà. Qu'est-ce que... Donc une fois déposé au sol, donc on a pu commencer là les travaux en collaboration avec tous les ouvriers. Et donc on peut peut-être mettre le film en peut-être après.
fait, on a tous participé aux travaux et en fait, on a dû trouver aussi une deuxième solution parce qu'il y a eu un petit couac dans le calcul. Enfin, il nous manquait à peu près 100 sacs d'écorce de pin. Donc, ça a été aussi intéressant parce qu'il a fallu trouver une solution. Et là, on a fait participer l'atelier entretien des véhicules. Et donc, on a fait une grande chaîne humaine pour descendre les sacs. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, là aussi, il y a eu un partage avec des ouvriers. Donc là, les ouvriers, ce sont Luc et Christophe, qu'on ne connaissait pas vraiment avant. Donc du coup, ça a permis aussi de faire connaissance et c'est très sympa aussi pour les accompagnements futurs, en fait. Voilà, il y a eu la participation aussi. En fait, ce chantier, je trouvais que c'était très intéressant parce qu'il y a eu l'héliportage, donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et un travail qu'on ne connaissait pas. Mais du coup, il y a eu aussi tout un ensemble d'acteurs qui ont fait qu'on réussisse à aller jusqu'au bout du chantier. Donc il y a eu l'équipe Espace Vert, la SIPFP, donc Vincent avec son équipe, vraiment qui nous ont été de grande aide sur cette quand même. Il y a eu les agents d'entretien aussi qui ont participé grâce à leur permis poids lourd et puis toute la manipulation qu'il y a eu, la manutention qu'il y a eu pour la journée du portage, l'entretien des véhicules et ensuite les deux autres moniteurs, Rosiane, Franck et Pascal Léger qui ont aussi participé à tout ça. Donc je trouve que c'est ce qui fait force aussi de ce chantier, qu'on soit tous ensemble et voilà. Je sais pas si... L'union a fait la force. Ouais, bravo. Une belle réalisation. On travaille avec nous. J'ai bien aimé et ça m'a plu et ça m'a bien plu. C'était une super expérience. Ça m'a plu. Peut-être qu'il faudrait qu'on monte dans l'hélicoptère la prochaine fois. Oui. Oui, comme vous voulez. Tout d'abord, bonjour et merci de nous accueillir. Laissez le son. Après, peut-être. Choisis ton camp, camarade. Nous vous remercions de nous accueillir aujourd'hui aux Actions Remarquables. Je vous présente donc Maxime, Aymen, notre stagiaire éducateur spécialisé en deuxième année. Virginie Lefebvre. Et Mélina. Et moi, je suis Mélina. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter les défis d'un défilé. Donc, par l'intermédiaire de Madame Le Gall Catherine, qui est chef de service de la SEES au complexe Les Chênes, nous avons donc pu créer un partenariat et aussi participer au projet des défis d'un défilé. Notamment grâce à Monsieur Mario Uliassia, qui est donc sur l'habitat humanisme. Et ce défilé est organisé par le CCAS de la ville de Nice, Pension de famille, la Goutte de lait.
Le projet est mené à bras le corps par Madame Touris Pascaline. Ce projet est parti d'un constat. La société de consommation nous pousse à remplacer, dès qu'un objet n'a plus d'utilité, voire favoriser les objets à usage unique, les gobelets, les touillettes, tout ce qu'il y a. Par le biais de ce projet, nous avons souhaité montrer aux jeunes qu'il est possible de confectionner de jolis objets, mais aussi que les déchets peuvent être aussi donner une deuxième vie aux choses. Rappelez-vous que la génération précédente, les choses étaient faites pour durer. Nous avons alors pris la décision en équipe de mener ce projet et participer à la 3e édition des défis d'un défilé sur le thème des contes du monde, adressé à des jeunes majeurs de la SIPFP d'Échelle. Les jeunes faisant partie de l'atelier d'initiation couture, qui eux, ils étaient mineurs, et le sont toujours d'ailleurs, ont émis leur mécontentement aux non-participation de ce projet. Du coup, on leur a donné la possibilité de choisir le conte. Donc, avec l'éducatrice technique spécialisée, Madame Mejdouk Zora, nous avons donc fait un vote. Et le conte qui a remporté le scrutin, c'est Alice au Pays des Merveilles. Pour pilanter le tout, c'est le personnage du chapelier qui a été choisi. Et vous le savez bien qu'il est fou. Les jeunes ayant comme référence le film de Tim Burton, nous avons construit le costume en s'y référant. Il ne s'agissait pas de faire une réplique, mais bien d'ajouter notre touche imaginaire et créative, empreinte de l'univers si particulier de Tim Burton. C'est à partir du mois de mai 2018, avec Zora et moi-même, nous avons demandé à ce que le projet soit porté par l'ensemble du complexe, notamment pour la récupération des matériaux. À ce moment-là, la participation est devenue collégiale. La création du costume s'est déroulée au travers de 2 ateliers, l'initiation couture et l'atelier Déco Fest Art, qui est un atelier mené avec Madame Catenacci Sophie, où nous réalisons avec les jeunes des décors, des objets, selon les fêtes ou événements qui rythment la vie de l'établissement. Le travail des éducatrices était notamment de valoriser le talent et stimuler la créativité des participants. Les objectifs visés sont, car les ateliers existent toujours, une première approche du travail avec un planning à respecter, la réalisation d'une œuvre commune pour le défilé, avoir un début et une fin, la sensibilisation autour du linge de maison et de sa propre lecture, la poursuite des apprentissages de techniques de couture, repassage, ainsi que les règles de sécurité qui en découlent, et bien sûr l'éco-citoyenneté et donc l'éco-sensibilisation. Après 8 mois de travail assidu sur le projet, où nous avons récupéré différents matériaux, donc une des conditions de ce défilé était de quantifier les matériaux, donc en voici le détail. Des vêtements usagés, donc des vêtements usagés, 120 capsules de café, 15 emballages alimentaires, tout maxi, tout le temps. Donc 50 grammes de laine, 420 grammes de boutons, 3 mètres de tulle et bien sûr 1385 cm de ruban. Nous avons donc participé au défilé qui a eu lieu le 21 décembre au théâtre Francis Caille. 12 partenaires ont participé au défilé. ASC, Pôle Urgence Insertion Parentalité, CHRS, Pôle Protection Enfance, ASC Les Lucioles, le Secours Populaire, Adoma la Pension de Famille Astoria, Médiation Cité, Au Cœur Ouvert, le Complexe Épi, le Complexe L'Échelle, la Semeuse La Ruche, la Bricotier, le CCAS, Direction de la vie sociale et de l'autonomie, et bien sûr le CCAS, la Gouteuil. Après un battle, le jury, présidé par Catherine Moreau et Fatima Kaldi, adjointe de territoire, elles ont prononcé donc notre costume du chapelier, premier ex aequo avec le costume de la sorcière
de Blanche-Neige. On peut fier de l'aboutissement de ce projet. Nous avons fêté la victoire avec l'ensemble de l'établissement et organisé la projection du défilé que vous allez voir avec les familles des jeunes. Ce projet ayant été porté par tous, le thème du spectacle de fin d'année qui aura lieu le 28 juin sera sur le thème de Walt Disney. Parce que, justement, Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé, est en Walt Disney. Pour conclure, après un bilan sur le défilé avec l'équipe Développement durable, Initiation Couture et DécoFesta, nous avons souhaité et décidé de poursuivre cette aventure. Ainsi, le défilé de 2019 est sur le thème botanique. Le défilé aura lieu le 19-12-19. Merci de votre écoute et je vous laisse regarder. Star du complexe, qui a fait l'honneur de porter son costume. Et la continuité de ce projet, comme vous l'avez bien compris dans l'explication d'Émilie, c'est aussi de sensibiliser sur tout ce qui est développement durable. Donc il y a vraiment une continuité sur ce projet, avec un atelier de développement durable au complexe des Chênes. Et c'est vraiment quelque chose porteur, aussi bien sur les ateliers en CPFP que sur le quotidien en fait, du complexe des Chênes. Voilà, donc un beau projet, et l'année prochaine sûrement un autre costume. Je tiens à féliciter et remercier Maxime, parce que Maxime a fourni un travail considérable sur le costume, et sur le prochain costume déjà que nous avons commencé. Et Maxime est très timide, il est très intimidé par vous, mais en tout cas, voilà, il mérite d'énormes applaudissements. Un peu de pub, de copinage. Donc le projet est ouvert à tous. Et vous serez vraiment surpris de la belle aventure. Et donc vous êtes conviés à nous rejoindre sur ce projet. Et la seule contrainte, c'est qu'il faut que ça soit adressé aux majeurs. Voilà. Et pour plus de détails, vous pouvez toujours nous contacter. Et l'aventure en vaut la peine. Merci. Allez Maxime, vas-y. Vas-y, Max. Allez, vas-y, dis quelque chose, dis quelque chose. Bon, merci. Bon. Non. Bon, merci à vous. Oui, ça marche ça.
Comment ça va? Bonjour à tous. Je viens vous présenter avec mes collègues du service de prévention de la DSEA sur le secteur politique de la ville de Nice, donc qui représente le quartier des Moulins, le Point du Jour à Saint-Laurent-du-Var et le quartier de la Vallière situé juste derrière l'aéroport. Depuis quelques années, il y a eu un transfert de compétences de la prévention spécialisée qui est passé du conseil départemental à la métropole, ce qui a été un léger avantage, je pense, pour l'équipe et en même temps, ce qui nous a demandé aussi de réadapter notre travail, car sur les tranches d'âge, nous étions limités aux 16 ans et nous retrouvons le public de 20 ans que nous avions laissé auparavant, et sur les actions collectives qui nous avaient été retirées et qui nous permettaient très souvent d'aborder les jeunes sur les quartiers. Donc nous avons dû redynamiser les équipes sur ces nouvelles fonctions et dans le fonctionnement du service, remettre en place des actions collectives, remettre en place un travail de rue orienté sur les plus de 16 ans et développer tout le travail partenarial aussi qui engendre ce travail-là. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Philippe qui, dans un premier temps, va vous faire une présentation de ce qu'est le travail de rue et la veille sociale sur les secteurs avec un peu le lien partenarial. Et Pascal, par la suite, reprendra le relais par rapport à ce lien partenarial et les actions collectives que nous avons montées. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, c'était difficile de faire des images sur le travail de rue. Le travail de rue, c'est une pratique singulière de la prévention spécialisée, donc excusez-nous, on n'a pas de petits films ni de visualisation particulière. Donc on va essayer de compenser ça par une dimension un peu récit. Alors, ce travail de rue, d'abord, où ça se passe? Ça se passe dans les lieux de vie, d'une part, de la population française, qu'on appelle globalement les banlieues. Alors les banlieues, c'est un lieu qui conjugue différentes caractéristiques, à la fois socio-économiques et à la fois générationnelles. La première chose qu'on peut dire, c'est que les banlieues, c'est rempli de jeunes. Donc, massivement, des quartiers où parfois la moitié de la population a moins de 20 ans. Ensuite, des gens modestes, forte proportion de gens au chômage ou en précarité. Et un troisième élément, c'est la dimension difficulté d'insertion socio-professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école, ça n'a pas marché, ou ça a marché moyennement, et que le travail, 3,5 millions de chômeurs dans ce beau pays, 3,5 millions qui touchent en grande partie une population jeune. L'école a faiblement marché et a des difficultés d'insertion. Donc, un lieu où il y a des gens modestes, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup dans la rue, beaucoup dans l'espace public, beaucoup à traînailler, beaucoup à faire des roues arrière, à manger des kebabs, à faire un petit foot au pied du mur, à vendre des stupéfiants, à regarder les filles qui passent et à parler fort. Donc globalement, c'est dans ce lieu-là qu'on tente d'instaurer un rapport qu'on appelle le travail de rue. Alors, le travail de rue, c'est à la fois, comment je pourrais dire ça, une posture, une technique, une motivation. Alors, la motivation, c'est de proposer à toute la part juvénile de la société un contrat social, ou en tout cas un accompagnement social. C'est un pari éducatif d'une société. Se dire, on peut parler à des gens et les soutenir, peu importe qui ils sont, où ils habitent, d'où ils viennent, et surtout, qu'est-ce qu'ils pratiquent. Le premier point, pari éducatif. Ensuite, des pratiques. Non, une intention d'abord. Intention, c'est d'aller vers. Parce que si on attend, assis sur sa chaise, qu'il y ait un petit jeune qui nous adresse la parole, on a le temps de prendre ombrage et soleil. Donc là, il faut quelques petites stratégies. Par exemple, quand vous débarquez sur un quartier et que vous occupez des petits, ben vous traversez le quartier avec les gamins, le ballon, ou alors une serviette pour montrer qu'on va à la piscine.
ça a l'air de rien, mais pourquoi on fait ça? Pour dire à tout le monde qu'on n'est ni un huissier, ni un journaliste, ni un membre des forces de l'ordre, puisqu'on n'habite pas là, mais qu'on fait quelque chose, ce qui fait qu'on est identifié, ce qui fait qu'on arrive à une étape importante, on diminue les systèmes de défense, on baisse la peur et les représentations. Donc on va vers, on essaie d'aller avec un peu de charisme, un peu d'humour, on baisse le système de défense et on montre qu'on peut rendre service. Alors on soigne les premiers accompagnements. Ça veut dire quoi rendre service? Ça veut dire que les gens, dans cet environnement-là, ont souvent des difficultés. Alors, difficultés financières, difficultés d'insertion, mais des difficultés aussi à se situer, des difficultés morales, de représentation, ce qu'on dit dans notre jargon, de reconnaissance. Donc là, souvent, une part de notre boulot, c'est, entre guillemets, soutien éducatif, mais moi j'ai eu bien, c'est remonter le moral, quoi. Redonner à l'autre un sens, une valeur, une puissance. Et pour ça, en douceur, tranquillement, avec finesse si possible, sans crainte, sans soi-même être bloqué de représentations un peu inhibantes. Et c'est le coup du petit pas. Tu rencontres quelqu'un, qui te fait rencontrer quelqu'un, qui te fait rencontrer quelqu'un, et à la fin, eh ben, tu as mal de faire des bises, et tu as les mains un peu fatiguées d'avoir serré. Donc, dédramatiser, se trimballer, se présenter, offrir des services, soigner, et surtout, patience, patience, patience. Et quand on est arrivé à cette espèce de familiarité, on essaye d'embarquer notre tout public vers un vécu partagé. Et pour ça, nous lui proposons alors des actions collectives. Actions collectives, ça me donne l'occasion de vous remercier et de passer la parole à mon ami et collègue, néanmoins, Pascal. Merci beaucoup. Pour imager l'allée verte, ce sera très simple. Je sais que Maxime, tu n'as pas eu, tu vois, le flyer. Hop, vous en avez. Voilà. C'est l'occasion, l'allée verte, c'est dans la rue, c'est justement, c'est aller vers le public, commencer à discuter et dire, bah, tiens, nous, éducateurs, du service prévention ASG, on organise aussi avec des partenaires, et comme vous pouvez le voir sur le flyer, en bas de ce flyer, il y a 5 partenaires qui se sont mobilisés pour organiser des ateliers vélo. Alors pourquoi des ateliers vélo? Courant 2018, la métropole et les collègues du service prévention, dont Elisabeth qui est une des piliers aussi de cet atelier vélo, avaient constaté qu'il y avait beaucoup de vélos bleus qui circulaient et qui étaient un peu détournés par les jeunes dans tous les quartiers de Nice. Je ne vais pas focaliser sur les moulins, je parle de tous les quartiers. Donc il y avait un détournement des vélos bleus, voire des vols et une utilisation qui n'était pas des plus citoyennes. Et ce qui est aussi, je dirais, à relever, c'était que les jeunes qui utilisaient ces vélos bleus se mettaient eux-mêmes en danger, avec une roue, avec des conduites qu'on peut qualifier de dangereuses. Donc la métropole, qui est notre financeur, nous a dit bon, mais que pourriez-vous faire, vous, équipe de prévention, pour essayer de faire en sorte que, 1, le public soit protégé quand même, que les jeunes ne se mettent pas en danger, et 2, que le bien public, les vélos bleus, ne soit pas dégradé. Donc, eh ben, nous avons trouvé l'idée de mettre en place, en faisant aussi un troisième constat, c'est qu'on avait très bien vu, et vous le savez très bien aussi, que dans quels que soient les quartiers d'ailleurs, le vélo est un outil de déplacement et un outil de jeu, d'éducation, mais que dans les quartiers, il y a de nombreux gamins qui circulent à tout va, avec leur petit vélo et souvent avec la moitié des freins, avec un vélo un petit peu bricolé, mais très rapidement. Donc, nous,
équipe de Trèves, fort de ce constat et de cette demande de la métropole, on s'est dit, ben tiens, on va essayer de mettre en place des ateliers de réparation vélo. Et comme ça, lors des ateliers, on parlera aussi des vélos bleus, on parlera du comportement du code de la route. Et pour réaliser ces ateliers vélo, eh ben, nous nous sommes dit vers quel partenaire nous tourner? Vers PES, une association qui fait du sport pour les jeunes dans le quartier, association qui est soutenue par l'équipe de presse depuis longtemps d'ailleurs. Donc, un partenaire sportif, une fédération sportive qui souhaitait se mettre aussi à notre écoute et nous aider, la Fédération sportive et génie du travail, la recyclerie. Tout à l'heure, on parlait de recyclage, et effectivement, il y a une association qui s'est installée, qui a été mise en place dans le quartier des Moulins et qui recueille tous les gros meubles, la vaisselle, et qui revend cela d'occasion, et qui a aussi pour mission de récupérer les encombrants dans le quartier. Donc une implantation de l'association Recyclerie, et un travail de proximité avec les habitants et les jeunes du quartier, la recyclerie en termes de troisième partenaire, et un partenaire pour la réalisation et la diffusion de l'information, c'est Découverte et Partage, qui est une association qui s'occupe d'informatique et d'initiation à l'informatique et de réalisation de documents pour les habitants du quartier. Donc avec ces partenaires, et avec Cyclotrope, bien sûr, mais oui, je l'avais oublié, Cyclotrope, un spécialiste du vélo et de la réparation et de l'initiation du vélo. Donc tous ces partenaires se sont mobilisés et depuis le début d'année, nous avons déjà réalisé 5 ateliers vélo, et c'est très simple, hein, l'atelier vélo. Le partenaire Cyclotrope, lui, arrive avec ses outils, avec tous les outils de réparation, avec des chambres à air, avec des pneus, soit nous organisons ça au stadium en proximité de l'association, des activités mises en place par l'association PES, ou sur le parking de la recyclerie. Et ces ateliers, les jeunes, c'est du tout venant. Et le flyer, c'est là où je fais le lien avec ce que disait Philippe tout à l'heure sur le travail de rue, sur la déambulation, je dirais, professionnelle dans le quartier. C'est que ce type d'information sur la mise en place d'un atelier de cet ordre-là, la diffusion de l'information, on l'a vraiment ciblé. On fait du cas par cas. On informe les parents que nous connaissons, les jeunes. On n'a pas fait une information large. Et donc les jeunes qui sont venus, c'est vraiment le public cible. Et effectivement, sur les 5 ateliers qui ont été réalisés, chaque fois, c'est entre 15 et 25 personnes. C'est entre 10 et 15 vélos qui sont réparés. Et qui sont réparés avec les jeunes. Parce que l'idée, c'est bien sûr de réparer, mais de faire avec les jeunes, de leur apprendre aussi à réparer, d'avoir une certaine autonomie par rapport à cette réparation. Et après, de passer bien sûr des messages dont je vous ai parlé, des messages de prévention par rapport au déplacement dans le quartier, de faire attention quand même à ne pas faire une roue à n'importe quel endroit, et surtout d'avoir des freins et de faire attention aux voitures. Le message sur les vélos bleus, nous le passons aussi d'une manière subtile, parce qu'on ne va pas être moralisateur en arrivant en disant « Oh, les jeunes, il ne faut pas piquer les vélos bleus hein. ». On a plus de subtilité, bien entendu, et c'est pour ça que nous avons aussi monté cette action collective en partenariat avec d'autres associations du quartier. Pendant l'été, d'autres ateliers sont prévus, et si parmi vous
que ça soit professionnels ou habitants à proximité du quartier Les Moulins, vous souhaitez venir nous rendre visite, nous filer un petit coup de main, parce que l'esprit, ben je vois que M. Maxime est intéressé, et tu seras le bienvenu, bien sûr. L'état d'esprit, c'est l'entraide entre les jeunes et les adultes. Chose importante que je n'ai pas dit, et je finirai le propos là-dessus, c'est que les adultes, les parents, pères et mères, sont aussi participants à ce type d'atelier. Donc il y a ce qu'on appelle l'intergénération, hein, il y a l'intergénérationnel, mais c'est un climat et c'est une ambiance très sereine, très d'entraide. Et d'ailleurs, il y a le matériel, au niveau du matériel, il n'y a jamais eu de vol. Toutes les clés sont là, tout le matériel de dépannage est toujours là. Et les jeunes, lorsqu'ils s'en vont, lorsqu'ils vont réparer leur vélo, nous disent, pour la plupart d'entre eux, c'est merci Monsieur Guillaume, Guillaume le réparateur de vélo, le partenaire de Cyclotrope. Merci monsieur, merci madame. C'est vraiment un atelier qui est, je dirais, fort sympathique. Et nous allons essayer de faire en sorte aussi que cet atelier perdure et soit développé avec la recyclerie, qui est peut-être la création d'un emploi aidé, quelque chose qui perdure. Et c'est un des objectifs aussi de la prévention spécialisée, c'est la non-institutionnalisation. C'est vrai que c'est compliqué, hein, mais c'est une des missions. Hein. La liberté d'adhésion, le secret professionnel, le travail de rue et la non-institutionnalisation des actions que l'on met en place. C'est-à-dire qu'on lance des choses, on lance des projets en partenariat pour faire en sorte après qu'elles perdurent avec et pour les jeunes et les habitants d'un quartier. Voilà pour l'exemple dont on voulait vous parler. En milieu ordinaire, c'est possible pour moi. La section d'initiation de première formation professionnelle est la section des IME destinée aux adolescents de 14 à 20 ans. Elle est définie par l'article 5 de l'annexe 24, repris dans l'article D 312-15 du Code de l'action sociale et des familles. Deux catégories principales que jeunes accompagnés au sein de la CPFP des IME Valpani, les jeunes qui ne destinent pas a priori au monde du travail et qui trouvent un intérêt. Des jeunes qui se préparent au monde du travail, que ce soit en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Notre présentation d'aujourd'hui concerne les jeunes qui se destinent a priori au monde professionnel, que ce soit en milieu protégé ou en milieu ordinaire. La CPFP compte dans ses missions principales la formation, la préparation et l'insertion professionnelle. Les activités professionnelles sont utilisées pour le développement d'aptitudes qui permettront aux jeunes d'être orientés de la même manière et s'adapter possible dans des structures de travail. La loi travail pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 1er août 2018, donc c'est très récent. Elle vient notamment réaffirmer de manière forte le droit des personnes en situation de handicap d'avoir un travail, que ce soit en milieu protégé, mais également en milieu ordinaire. On parle donc désormais aussi dans le champ professionnel d'inclusion. C'était le nouveau mot à la mode. Afin de répondre à ces attentes et pour favoriser la mise en place des projets professionnels des jeunes qu'elle accompagne, la SIPFP a décidé de mettre en place cette année une ouverture vers le milieu ordinaire par un partenariat avec Auchan La Trinité.
Celui-ci consiste à premier temps le projet évolutif à la mise en place d'un atelier CPFP au sein de la structure. Une éducatrice technique seront avec 2 ou 3 jeunes une fois par semaine dans le magasin afin de valoriser la mise en rayon, du fasting, le rangement de panier, du tri de produits. Ce travail se fait en lien avec les employés. Suite à cette étape, il est envisagé que des mises en situation, sans la présence directe de l'éducateur, des stages et pourquoi pas que des emplois puissent se mettre en place. Afin de faciliter cette inclusion et pour asseoir le partenariat, une action de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel est envisagée. Les objectifs fixés dans le cadre de ce projet sont avoir une expérience de travail et d'inclusion professionnelle en milieu ordinaire, que ce soit au niveau des collègues de travail, mais aussi de la clientèle. Se confronter au monde du travail et à ses exigences. Mobiliser les compétences sociales, organisationnelles acquises dans les ateliers de la SIPFP. Être en lien, collaborer avec d'autres personnes, collègues de travail. Je sais plus. Qu'est-ce que tu as fait au champ? On a fait... Mathéo, est-ce que tu te rappelles? Prenez-moi. On va passer la parole à Auchan. On vous remercie. Alors, chez Auchan, nous venons de signer notre 8e accord d'entreprise en faveur de tout ce qui va être handicap. Un engagement que l'on partage depuis 1993. Donc un plan d'action en 3 étapes, accès à l'emploi, l'intégration professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Avec Myriam, du coup je me présente, je suis Céline, avec Myriam, nous sommes référentes handicap sur le magasin. Donc on adhère bien à ce projet et on souhaitait à notre échelle faire vivre cet accord. Nous avons le soutien de notre directeur de magasin ainsi que le soutien de notre responsable des ressources humaines, sans quoi aucun projet ne pourrait se mettre en place au sein de l'organisation. Pour faire bref, notre rôle en interne, ça va être beaucoup de sensibilisation, ça va être un partenariat qu'on développe depuis 1 an et demi à peu près avec le Pôle emploi, où on recrute des hôtes et hôtesses de caisse en situation de handicap. On vient d'en intégrer 5 sur le magasin et on a intégré justement une personne qui est sourde à 99% et on est en train de mettre en place les Lumicast. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment remplacer le clip sonore par vraiment quelque chose de visuel. Donc c'est vraiment tous ces rôles-là qu'on a au sein du magasin. Donc quand M. Richon nous a contactés, le projet collait plutôt bien et on avait vraiment envie de faire quelque chose ensemble. Alors, pour nous, ce projet, qu'est-ce qu'il va apporter au sein de notre groupe? Donc, on va avoir de la gestion de la diversité. Donc, déjà, premièrement, on a des jeunes, ce qu'on n'a pas forcément, puisque nos employés sont majeurs. Et en plus de ça, on a des jeunes en situation de handicap. Donc, ce qui fait que nos équipes, elles se confrontent au handicap et en plus de ça, des jeunes. On a notre cordeau d'après-midi qui surveille un petit peu tout le travail, justement. Je le vois, quand il leur parle, il utilise d'autres termes, il se met à leur niveau, il leur donne des tâches, il essaye de leur donner une exigence de travail. Donc c'est quelque chose aussi de très intéressant pour nous. En plus de ça, ils rendent du super bon travail. Donc ils font pas mal de fasting. Fasting, c'est vraiment, on ne leur demande pas de remplir un rayon, on leur demande de donner un coup de propre au rayon, vraiment de rapprocher les produits, etc. Nous, ça nous permet normalement de les poster les tests qu'ils faisaient. Donc en fait, les mardis après-midi, on la missionne sur autre chose.
ça fait également aussi progresser notre taux d'emploi et de personnes en situation de handicap. Et c'est un projet humain et une expérience hors du commun. C'est vraiment super intéressant, un beau projet. Moi, je prends beaucoup de plaisir à partager avec ces jeunes en magasin, à les intégrer, au fait qu'ils se sentent bien avec nous et puis qu'ils aient envie de revenir tous les mardis pour continuer l'expérience et puis pourquoi pas plus tard voir ce qu'on peut faire d'autre. Donc c'est un vraiment beau projet. Merci. On va vous présenter une vidéo.
Oui, il y avait des questions à vous poser par hasard. C'est un membre du magasin et un enfant. Le duodé, oui. Alors, Oui. le duodé, l'idée, c'est... Pardon. L'idée, en fait, du duodé, c'était de garder... en fait, on a séparé les jeunes, on avait 5 jeunes sur le magasin en 2 groupes. Il y avait 3 éducateurs ce jour-là. On le mettait avec un de nos professionnels, donc on a vu Laetitia du textile. Donc en fait, voilà, ils mettaient en rayon et puis après ils avaient... Il y a automatiquement un éducateur avec le professionnel, d'accord. Exactement, pour l'instant oui, on reste comme ça. Et après justement... Dans le duodé, ce n'était pas forcément l'objectif qui est un éducateur, ça s'est fait un petit peu au début du partenariat, mais comme c'était le début, on s'était dit qu'on allait sécuriser avec un éducateur. C'est vrai que le duodé, dans l'absolu, il n'y a pas forcément d'accompagnement éducatif. Donc pourtant, peut-être au retrait de l'éducateur petit à petit de... C'est le but des ateliers du mardi, c'est que petit à petit on puisse se décaler, que l'éducateur n'ait plus à être là ou on soit plus à distance. Merci de votre attention. Alors, merci pour ces belles actions, ces actes remarquables. Vraiment, avec un peu d'humour, avec l'ancien président, on s'est envoyé un SMS. Certains de nos financeurs feraient bien de venir à l'Assemblée Générale lorsqu'ils nous présentent les budgets pour voir ce qu'on fait tout au long de l'année dans vos établissements. Au nom du conseil d'administration dont je suis président, nous vous remercions encore pour votre abnégation et votre expertise dans la gestion de tous les jours de nos enfants et de nos adolescents. Ces actes sont achevés. Vous êtes conviés au déjeuner maintenant. Vous rappelant que l'Assemblée Générale statutaire, là c'est plus fastidieux, commencera à 13h30. Ça sera moins vieux.